Bonjour et bienvenue au podcast minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing. Mon invité aujourd'hui, Mathieu Savard, VP Exploration chez Osisko Mining et président du conseil d'administration de l'AEMQ, l'Association d'exploration minière du Québec. Alors Mathieu, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. Merci, ça me fait plaisir. Avant de commencer à parler d'Osisko Mining, pour les gens qui ne te connaissent pas, si jamais ces personnes-là habitent sous une roche, tu peux-tu nous dire, nous expliquer ton parcours professionnel? Écoute, oui. Ça peut, c'est quand même assez simple. J'ai étudié en géologie à l'UQAM, donc je suis un juste géologue, Un vrai de vrai. comme on dit dans le milieu. Et puis, j'ai eu la chance de commencer ma carrière après un été, une demi-session universitaire avec Mines Virginia, donc société pour laquelle j'ai travaillé pendant plus de 15 ans. Donc, j'ai commencé en 97 dans l'industrie minière. Après une demi-journée de terrain, on avait déjà fait une découverte, puis j'avais rien à voir là-dedans. J'étais un étudiant, j'avais pas beaucoup de connaissances, mais j'avais eu la chance d'être au bon endroit au bon moment. Donc pour moi, ça a été vraiment la piqûre avec l'exploration. Et puis depuis ce temps-là, ça a jamais lâché. Par contre, après mon cégep, comme beaucoup d'étudiants au Québec, on se perd un petit peu au niveau de nos qu'est-ce qu'on veut faire. Puis j'avais pris une pause parce que j'avais pas de réponse à cette question-là. Puis j'avais eu la chance d'avoir un professeur au cégep, d'où est-ce que je venais, qui enseignait la géologie. Puis au final, je me suis posé la simple et unique question, à savoir qu'est-ce que j'ai aimé dans tout mon cursus scolaire. Puis il y avait une seule réponse. Je me suis fié un peu à cet instinct-là. Puis de fil en aiguille, j'ai fait un bac en géologie, puis j'ai travaillé là-dedans. Puis encore aujourd'hui, on dit travailler là-dedans, mais dans le fond, je vis ma passion. Je suis sur mon X. Et puis, c'est ça. De fil en aiguille, à Virginia, on a fait la découverte du gisement de classe mondiale Éléonore, pour lequel je travaillais en tant que chef de projet. Et puis, on a été acheté par Goldcorp. Et puis, on a reformé une compagnie qui a passé de Mine d'or Virginia avec Mine Virginia. Donc, on a vendu le d'or à Goldcorp. Et puis, par la suite, j'ai travaillé pour Mine Virginia pendant quelques années. On a travaillé sur différents projets. La beauté à l'époque avec Mine Virginia, c'est qu'il y avait une panoplie de projets. Donc, plusieurs types de dépôts qu'on pouvait travailler. Donc, c'était pas seulement un seul type de dépôt. Il y avait une multitude de dépôts différents. Donc, professionnellement, c'était vraiment très stimulant. Et puis, par la suite, évidemment, Osisko, Redevance aurifère Osisko, qui avait une histoire un petit peu similaire, ont acquis Mine Virginia pour la royauté qu'ils détenaient encore sur le gîte d'Éléonore. Donc, c'est comme ça que je me suis ramassé dans la famille Osisko. Et puis, comme on connaît un petit peu l'histoire d'Osisko, qui eux également avaient dû vendre le dépôt de Canadien Malartic. Et puis, ils ont, avec les mêmes membres fondateurs, ont reformé Osisko, Minière Osisko, donc Osisko 2.0. Et puis c'est à ce moment-là qu'on m'a appelé pour me joindre à l'équipe en tant que vice-président exploration. Donc j'ai commencé comme jeune géologue junior et puis j'ai gravi les échelons au fur et à mesure, mais je me considère vraiment privilégié d'avoir pu travailler sur bon nombre de découvertes, beaucoup plus que ce qu'on pourrait voir d'habitude dans un parcours professionnel. Donc, j'ai vraiment été aux bonnes places au bon moment. Donc ça, je me considère vraiment privilégié. Fait que c'est un petit peu un résumé de mon parcours professionnel. En parallèle de ça, on a une vie. Puis, je pense que c'est important de le mentionner. Tu sais, j'ai deux enfants. J'ai une femme qui me supporte énormément là-dedans parce que autrement, on se demande pourquoi on fait tout ça. Donc ça, faut bien le mentionner. Tu sais, quand on plonge dans l'exploration, c'est des horaires variables, c'est beaucoup de voyagement. Mais quand on a un noyau familial fort et sportif, ça fait toute la différence. C'est quoi, Mathieu, qui te passionne de l'industrie? C'est un peu tout. Moi, je suis quelqu'un de curieux de nature. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Puis, au-delà de la chasse au trésor qui est hyper motivante, tu sais, le gold bug qu'on a tous en nous, mais au-delà de ça, on touche à tout. Comme géologue,
Comme notre carrière avance, on fait beaucoup de gestion, mais on touche à plusieurs sphères d'activité, plusieurs spécialités. On fait des mathématiques, on va faire de la physique, on va faire de la chimie, on va faire du droit, on va faire toutes sortes de choses, l'acceptabilité sociale, des relations avec les Premières Nations. On rencontre une panoplie de gens tout aussi passionnés, donc il n'y a pas une journée qu'on peut s'ennuyer. Comment est-ce que la découverte Windfall est arrivée? Windfall, en fait, si on fait l'historique, c'était un gîte qui était déjà connu, qui avait été travaillé par le passé par différentes compagnies historiquement, et puis qui avait eu différents modèles géologiques qui avaient été appliqués. Et puis, bon, on connaît un peu l'industrie. Des fois, bon an, mal an, les résultats viennent avec le financement et vice-versa. Donc, il n'y avait jamais eu de consolidation de propriété dans le secteur de Windfall. Donc, il y avait beaucoup de morcellement de propriété. Mais la découverte avait été faite dans les années 80, si je me souviens bien. Mais c'était pas le gîte de Windfall tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'était des indices satellites, si on veut. Et puis, il y a une compagnie qui avait tout, si on veut, assemblé ça, qui s'appelait Eagle Hill, qui avait commencé à découvrir sur le secteur principal du dépôt comme on le connaît aujourd'hui. Et puis, à ce moment-là, Osisko, en fait, un des ancêtres de Osisko Mining, donc Oban, qui a été renommé Osisko Mining par la suite en 2015, a consolidé 5 compagnies ensemble. Et puis, avec ça, ils ont pris le contrôle pratiquement de la ceinture de Rocheverte, si bien qu'aujourd'hui détient plus de 2700 km² de la ceinture Ruban-Barry, aller jusqu'à Quévillon. Et puis avec ça, on a entrepris un système de forage très systématique, très rigoureux, ce qui a permis d'étirer et d'extensionner le dépôt tel qu'il était connu, mais vraiment de façon significative. Donc, il y a eu la découverte de Lynx, qui était quand même significative à la fin de 2016. Et puis, encore aujourd'hui, la plupart des foreuses en activité sont sur la portion Lynx du dépôt. Donc, c'est un petit peu un historique en phase. Mais depuis que Osisko est dans le portrait, depuis 2015, on a foré à ce jour 920 000 mètres de forage. Donc, on a amené le dépôt à un tout autre niveau. Puis, évidemment, on poursuit l'effort de guerre jusqu'à atteindre nos objectifs. On espère, à terme, faire sortir une mise à jour de l'estimation des ressources quelque part en début d'année 2020. 920 000 mètres de forage, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de foreuses à gérer. Comment est-ce qu'on s'y prend? Ben écoute, Manon, je sais que tu connais absolument rien au forage. Du tout? En fait, le défi est surtout dans l'augmenter la capacité des foreuses, surtout pour quand on commence avec un programme avec 5 foreuses, 6 foreuses. Puis là, évidemment, il faut faire grandir les installations, l'infrastructure qui va venir supporter les travailleurs. Donc, demande de permis pour toutes les installations septiques, tout le droit de pompage d'eau potable, etc., etc., construction du camp. Donc, ça, c'est la portion qui a été difficile, qui, pour la plupart, a été faite en 2017. Depuis ce temps-là, on navigue quand même avec un bon lot de forage, mais le secret, c'est l'organisation et la vision d'être capable de voir où est-ce qu'on veut aller puis de bien l'articuler dans le temps. Je te dirais, on doit segmenter les tâches. Historiquement, quand un géologue est sur un projet, il fait à peu près de tout. À Windfall, on doit faire un petit peu les choses différemment, plus segmenter les tâches parce qu'autrement, ça devient un défi. Un autre des défis, quand on a 24 foreuses, c'est l'intégration des données scientifiques. Évidemment, parce que ça s'en va dans une base de données, donc la rigueur des descriptions. Donc, on doit avoir un système en place qui est très coercitif, qui laisse pas beaucoup de place à la dérive, si on veut. OK. Le projet Windfall, on s'entend qu'il a fait couler beaucoup d'encre par son ampleur. Il y a une superficie de 3500 km². C'est le projet le plus actif au pays depuis les 3 dernières années, je crois. Comme on vient de parler, il y a 24 foreuses en opération et vous avez fait le plus long trou de forage, c'est 3500 mètres, c'est bien ça, Mathieu? Ben, en fait, le forage est toujours en cours, oui, c'est ça, à l'heure où on se parle. L'objectif à terme, c'est d'atteindre une profondeur de 3,5 km
Présentement, on est à 2,8 km. Ça se passe relativement bien, mais on garde les doigts croisés parce qu'il y a énormément de défis qui viennent avec ce genre de trou. L'objectif de ce trou-là, évidemment, il y en a plusieurs. On a déjà sorti des résultats parce que le trou en soi est déjà un succès parce qu'on a réussi à prouver l'extension d'une des zones de Underdog de plus de 500 mètres dans la plongée. On a répété la zone Triple Eight, entre autres. Puis là, maintenant, à 2,8 km, on peut dire que là, on s'en va vers un petit peu, c'est l'objectif, le dernier objectif du forage, c'est d'atteindre, si on veut, la source des fluides aurifères de ce qu'on pense être à l'origine du dépôt de Windfall. Tu as parlé qu'il y avait des défis d'aller à une telle profondeur pour des entreprises qui écoutent, qui veulent faire des aussi longs trous éventuellement. C'est quoi les défis justement que vous avez? Bien évidemment, chaque projet, c'est son propre lot de défis, mais les déviations au niveau du forage, ça c'en est un. Dans le cas qui nous concerne, on a utilisé des coins de forage qu'on appelle communément les wedges, donc de type rétractable, donc ce qu'on appelle les wedges Clapeyson. Donc ça, on a utilisé là, quand même passablement. On est à plus d'une dizaine de corrections. Évidemment, il y a la friction. On parle aussi, les gens réalisent peut-être pas, mais le poids que représente le train de tige de forage devient énorme plus on avance. Donc ça implique également beaucoup de choses au niveau de la tête diamantée. Et puis, évidemment, le défi est d'autant plus grand que plus le trou devient profond, plus la vitesse de progression devient lente. Et puis, mais présentement, avec l'équipe de forage Major, on a encore des bonnes performances, même à 2,8 km. Là, cette semaine, on a eu pratiquement du 30 mètres par jour, ce qui est quand même exceptionnel. Mais est-ce que vous avez juste une compagnie de forage sur le site? Non, en fait, on utilise 3 contracteurs avec 24 foreuses. Je pense pas que ce serait réaliste d'utiliser un seul entrepreneur. Donc, on a évidemment Forage Rouillé, qui a d'ailleurs passé son audit pour la certification développement durable cette semaine sur le site. Et puis, on a un forage Miuka Orbite Garant, qui a un partenariat avec les Premières Nations de Waswanipi. Et puis, on a Forage Major. Okay. Donc, on a 3 entrepreneurs sur le site, ce qui nous permet d'avoir une certaine flexibilité puis de pas mettre trop de pression sur un seul entrepreneur, étant donné la très grande quantité de foreuses sur le site. Quelle est la grosseur? Parce qu'on parle, oui, OK, il y a les fournisseurs. C'est sûr qu'il y a plein de fournisseurs qui gravitent autour de Cisco à l'heure actuelle. Mais vous, l'équipe, est grosse comment? On a environ 150 employés. Et puis, tout à l'heure, je regardais justement ces chiffres-là parce que je m'en souviens pas toujours, mais il y a un chiffre que je me souviens toujours, c'est le pourcentage de femmes qu'on a dans l'entreprise. On a 32% de femmes au sein de l'entreprise. Dans le domaine minier, c'est quand même très élevé, plus élevé que la moyenne. Puis ça, c'est à tous les postes, au niveau de la direction, au niveau des géologues. C'est vraiment à tous les niveaux. On a quand même également beaucoup d'employés qui proviennent des Premières Nations. Donc ça, on en est très fiers, puis ça fait partie de notre vision en tant qu'entreprise au niveau d'avoir le plus d'employés qui proviennent des communautés. Dans le cas qui nous concerne, Waswanipi, la communauté d'accueil au niveau des Premières Nations. Qu'est-ce que tu vois de différent sur le marché présentement? Peut-être si on se ramène à 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que tu vois qui change? Bien, évidemment, ce qu'on voit, c'est que le marché du financement a été très difficile les dernières années. Les entreprises ont encore de la difficulté à trouver du financement. Certaines font mieux que d'autres, mais de façon générale, c'est très difficile. On a vu la fuite des capitaux qui sont littéralement partis en fumée dans le pot et dans le Bitcoin. Et puis, ben là, évidemment, là, c'était la saveur du mois. Là, ça semble s'être de beaucoup estompé, donc on espère que les capitaux vont revenir. On a vu le prix de l'or qui s'est beaucoup apprécié dans les derniers mois. Sinon, la dernière année, en dollars canadiens, le prix de l'or est près de 2000 $ de l'once, ce qui est excellent pour les producteurs canadiens. Mais ce qu'on voit, c'est que l'appétit des investisseurs n'est pas encore présent, mais on espère qu'il va revenir. Donc, parce que dans le dernier cycle, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles découvertes. Les ressources en aurifères continuent de diminuer, donc
il va se passer quelque chose. On a besoin de nouvelles découvertes, on a besoin de nouveaux investissements dans l'industrie pour être capable de supporter cette décroissance au niveau de la production. Ça prend énormément de créativité, je crois, pour aussi faire appel à des investisseurs, autant les investisseurs qu'on connaît, mais les investisseurs de nouvelle génération. Est-ce qu'au niveau de Cisco, y a-t-il quelque chose que vous faites de différent que tu vois de d'autres entreprises? Mais on tente toujours de regarder, si on dit souvent penser en dehors de la boîte, think outside the box. Évidemment, on questionne toujours nos façons de faire pour savoir est-ce qu'on pourrait le faire mieux. On demande beaucoup, on consulte beaucoup nos pairs pour savoir comment ils font les choses, parce que des fois on peut être confiant dans nos façons de faire, mais des fois de se remettre en question sur certaines choses. Et puis on parle beaucoup d'une époque où est-ce que l'intelligence artificielle est super importante, mais le défi de l'intelligence artificielle, c'est les données qui sous-tendent ça. Donc l'acquisition de données est primordiale, de données de qualité et de données continues. Puis ça demeure, ça rejoint encore un travail de fond qui se fait sur le terrain. Comment vois-tu le futur de l'industrie minière? Bien évidemment, je suis déjà un converti. Je le vois de façon très bien. Évidemment, contrairement à ce que la plupart des gens peuvent penser, c'est une industrie qui est très innovante, tant au niveau de l'environnement, de la façon dont on voit les choses aujourd'hui. C'est surprenant. On est vraiment une industrie à la fine pointe des technologies. Et puis, on vit dans un dans un monde où est-ce que les ressources sont limitées. Et puis, ce qu'on observe à l'échelle globale, c'est qu'il y a de moins en moins de ressources disponibles. Les découvertes se font de plus en plus rares. Donc, au niveau on peut espérer une augmentation des prix qui vont peut-être stimuler plus d'exploration. Les gisements sont de plus en plus complexes, prennent de plus en plus de temps. Les investisseurs sont de plus en plus sophistiqués. Mais tout ça fait que ça ajoute un plus-value aux explorateurs lorsqu'ils feront une découverte. Je crois que le support va être là. Donc moi, je suis quand même assez positif et optimiste. J'aimerais ça, Mathieu, que tu me parles de la certification Écologo. Comment tu vois ça? Moi, de la façon que je le vois, c'est l'industrie s'est souvent a toujours été ou très souvent été en réaction à toutes sortes de choses qui se produisaient hors de son contrôle ou sous son contrôle. Puis l'idée derrière ça, c'était vraiment de fournir à nos membres, aux explorateurs, une façon d'être proactif, une façon de niveler nos pratiques vers le haut pour le bénéfice de nos sociétés, de nos communautés d'accueil, mais également pour nos membres. Et puis aujourd'hui... Quand tu dis membre, c'est parce que tu parles à titre de président de l'Association d'exploration minière du Québec. Absolument. Mais également pour toutes les sociétés qui œuvrent. La réalité, c'est que souvent, les sociétés juniors ont quelques ressources de disponibles, n'ont pas nécessairement une expertise dans chacun des domaines, puis on le mentionnait tantôt, on doit toucher à tout. La réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de lois, il y a de plus en plus de règlements à respecter. Puis cette norme-là vient agir un peu à titre de filet de sécurité pour nos entrepreneurs et pour nos jeunes chargés de projet. Ce qui fait que il y a jamais personne qui veut être en infraction au niveau de l'environnement ou quoi que ce soit. Les gens ne le font pas de mauvaise foi, mais ça vient juste ajouter, si on veut, une boîte d'outils pour s'assurer que nos entrepreneurs réussissent de la bonne façon. Effectivement. Ça serait quoi, Mathieu, tes conseils pour la prochaine génération? Les générations changent, ils ont possiblement des aspirations différentes. Le marché du travail évolue beaucoup, mais il y a une chose qui demeure. Nous, quand on embauche des gens, ce qu'on recherche, c'est la petite flamme qu'ils ont dans le regard, cette passion. Au-delà des compétences qu'ils ont ou de leur capacité académique, moi, je crois que la passion amène les gens beaucoup plus loin, qui vont faire le petit kilomètre de plus en forêt, ils vont faire le petit effort de plus qui va faire en cours de route toute la différence. Des fois, on voit des jeunes qui sont impatients d'avancer, d'avoir des promotions, mais ce que je me dis, c'est souvent regarder le parcours que vous faites
encadrez-vous de gens compétents, particulièrement dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, où est-ce qu'il peut y avoir parfois des surenchères au niveau des salaires. Questionnez-vous. Parfois, il vaut peut-être mieux commencer à des salaires moins élevés, mais d'être mieux encadré, parce qu'à long terme, vous allez être un professionnel plus solide. En parlant d'encadrement, Mathieu, c'est qui pour toi qui agit comme ça dans l'industrie? Moi, j'ai eu plusieurs mentors dans ma carrière. Tout à l'heure, je le mentionnais, j'ai eu la chance de me retrouver souvent aux bonnes places, à la bonne place au bon moment. Donc, dans la première portion de ma carrière, puis là, évidemment, j'ai pas 100 ans. 100 ans, plutôt, j'ai 42 ans. Oh, il dit son âge! Ben oui, j'ai pas de problème avec ça. J'ai donc, à ma première... la première partie de ma carrière, j'ai travaillé avec Virginia, donc j'ai eu 2 mentors extraordinaires les personnes d'André Gaumont et de Paul Archer. J'ai beaucoup appris de ces gens-là, différents skill sets, comme on dit. Je pense qu'ils ont eu un gros impact sur plusieurs personnes. Puis je faisais une entrevue avec Amélie Laliberté pour Women in Mining, puis Amélie a nommé les 2 mêmes personnes Absolument. que toi. Puis probablement pour des raisons différentes, mais tu sais, d'avoir la chance de côtoyer ces gens-là au quotidien, de faire une découverte avec ces gens-là, ça a été extraordinaire. Puis là, maintenant, dans le bateau, si on veut, de Cisco, j'ai la chance de travailler avec d'autres géants de l'industrie, en les personnes de Bob Wers puis John Brzezinski, qui sont 2 inspirations, des génies dans leur domaine, qui ont fondé des compagnies à plusieurs reprises. Donc, pour moi, je me considère vraiment choyé. Je travaille souvent un petit peu, puis ça peut rejoindre ta question précédente, un petit peu comme une éponge. J'absorbe le plus possible de connaissances en côtoyant ces gens-là. Et puis, ça constitue un petit peu mes mentors. Il y en a bien d'autres, mais c'est les personnes qui, au quotidien, avec lesquelles, qui m'ont beaucoup influencé. Quelle belle entrevue. Merci, Mathieu, d'avoir accepté l'invitation. Puis, comme mot de la fin, j'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi la prochaine étape à Windfall. Mais tout à l'heure, je le mentionnais, on veut faire une mise à jour de l'estimation des ressources minérales en début d'année. Puisque, évidemment, après toute cette quantité de forage, on veut donner l'aperçu des résultats que ça donne. Et puis, par la suite, on va s'affairer à travailler sur une éventuelle étude de faisabilité. Donc, mais la prochaine étape, c'est la mise à jour de l'estimation des ressources minérales en début d'année 2020. Alors, on va vous suivre. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Manon.